Le silence tomba sur la salle, 3 heures de négociations venaient de s'effondrer dans un fracas métallique. La capitale, suspendue à ce souffle, retenait sa respiration. Mais au cœur du tumulte, Ibrahim Traoré resta immobile. Les autres se jetaient au sol, lui demeuraient debout, les paumes ouvertes, les yeux ancrés dans la peur collective. Que peut ressentir un homme lorsque l'histoire tient en joue sa poitrine? Et si, pour Ibrahim Traoré, la bravoure ne se mesurait pas à la puissance du feu, mais au choix impossible de rester calme quand tout s'écroule. Ce jour-là devait marquer la fin d'un cauchemar pour le Burkina Faso. Après des années de guerre civile et de villages réduits en cendres, Ibrahim Traoré voulait prouver qu'un dialogue pouvait sauver ce que les armes avaient détruit. Sa promesse n'était pas un discours de tribun, mais une conviction forgée dans la poussière des combats. Rendre la paix possible, même quand personne n'y croit, car le véritable enjeu dépassait la politique. Il s'agissait de savoir si une nation brisée pouvait encore se relever sans vengeance. La salle, pleine de regards méfiants, devenait le miroir d'un pays tout entier. Épuisé, divisé, mais pas encore perdu. Dans le regard du jeune président, certains virent la témérité, d'autres une naïveté dangereuse. Pourtant, c'était là que résidait le pari, transformer la peur en courage collectif et offrir une raison d'espérer. Entre la survie du pouvoir et la dignité retrouvée, Ibrahim Traoré choisit la voie la plus risquée, celle de la parole. La révélation vint dès les premières minutes. Ce n'était pas une conférence ordinaire, mais un pari insensé. En octobre 2023, moins d'un an après avoir pris le pouvoir, Ibrahim Traoré avait convoqué autour d'une même table les ennemis d'hier, officiers loyalistes, chefs rebelles, médiateurs étrangers. 3 heures, 28 délégués et une tension mesurée à chaque souffle. Les chiffres eux-mêmes racontaient la fragilité du moment. Plus de 3000 morts en 2 ans, 1,8 million de déplacés, 60% du territoire hors contrôle. Pourtant, le président parlait de réconciliation. Pas de revanche, issu d'un petit village du centre du pays, il connaissait la misère mieux que quiconque. Enfant, il avait vu les classes sans livres, les puits à sec, les promesses creuses des puissances étrangères. Officier devenu chef d'État, Ibrahim Traoré portait ses souvenirs comme un serment. Il ne cherchait pas la gloire, il voulait briser le cycle de haine. C'est pourquoi il insista pour inviter au dialogue le plus redouté de ses adversaires, le commandant Oumar Dicko, seigneur de guerre du Nord. La salle où ils se rencontrèrent était une métaphore du pays, fissuré, surchauffé, mais encore debout. Les voix s'élevaient, les accusations fusaient, les médiateurs suppliaient le calme, et soudain un bruit sec déchira l'air, un coup de feu. Le chaos faillit engloutir la paix fragile. Pourtant, Ibrahim Traoré ne céda pas à l'instinct. Il resta droit, son regard accroché à celui de Dicko. Ce moment, à lui seul, renversa la narration. La peur changea de camp. La guerre, un instant, sembla hésiter. Dans ce silence suspendu, une question restait ouverte. Comment un homme seul pouvait-il désarmer 20 ans de vengeance? Et si, par sa maîtrise, il venait d'écrire le premier verset d'une paix possible? Ce jour-là, tout semblait perdu, mais un visage allait devenir le fil conducteur du récit, celui d'Ibrahim Traoré, jeune capitaine au regard calme et aux gestes mesurés. Autour de lui, le chaos gagnait du terrain, les chaises renversées, les cris des médiateurs, le cliquetis métallique des armes prêtes à tirer. Pourtant, il ne leva pas la voix. Il posa simplement ses mains à plat sur la table, un geste presque sacré qui disait « Je ne suis pas votre ennemi ». Ce fut la première fracture visible dans la peur. À quelques mètres, le commandant Oumar Dicko vacillait entre rage et doute. Derrière lui, ces hommes attendaient le signal de la violence. Devant lui, un président sans protection, mais armé d'une foi inébranlable. Dans cet instant suspendu, quelque chose se fissura. Les témoins jurèrent de plus tard avoir senti une énergie étrange, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Ce moment ne fut pas une victoire, mais un commencement. En refusant de répondre au feu par le feu, Ibrahim Traoré imposa une autre logique, celle du sang-froid contre la peur. Dans un pays ravagé, ce geste silencieux eut plus d'impact qu'un discours. Pour la première fois depuis des années, un chef osa ne pas se défendre. Et paradoxalement, c'est ainsi qu'il commença à reconquérir son pays. Le chaos éclata en une seconde, les rebelles pointèrent leurs armes, les soldats du gouvernement faisaient de même. Entre eux, Ibrahim Traoré restait immobile, seul point fixe dans une scène prête à imploser. Les cris des médiateurs se mêlaient au cliquetis du métal, à la poussière qui tombait du plafond.
Un mot de trop, un geste mal compris et tout sombrait à nouveau dans la guerre. Pourtant, c'est dans ce vacarme qu'il choisit de parler. Commandant Dicot, lança-t-il d'une voix posée, claire, tranchant le tumulte, baissez votre arme. Ce n'était ni un ordre, ni une supplique, mais une invitation. Le ton surprit tout le monde. Le chef rebelle, pris entre fierté et confusion, hésita. Ses hommes, nerveux, attendaient le signal. Les soldats de Traoré tenaient la ligne, le doigt tremblant sur la gâchette. Tout reposait sur un souffle, une décision. Puis Ibrahim fit l'impensable. Il se leva. Lentement, délibérément, il fit un pas, puis un autre. Chaque pas résonnait comme un défi au destin. Dicot leva son arme, la pointa droit sur sa poitrine. « Arrêtez ou je tire !» gronda-t-il. Mais Traoré continua d'avancer, son regard ne quittait pas celui de son adversaire. « Alors tirez !» répondit-il simplement, le silence s'abattit, même les respirations semblèrent suspendues. À cet instant, la logique du pouvoir s'inversa. Le courage n'était plus celui des armes, mais celui du désarmement. Dicot tremblait, son doigt hésita, puis dans un geste presque imperceptible, il baissa le canon. L'arme glissa de ses mains et tomba au sol dans un bruit mat. Un souffle parcourut la pièce. Personne ne cria, personne n'applaudit. Tous comprirent qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inouï. Alors Ibrahim tendit la main, pas en conquérant, mais en frère. Dicot, encore figé, finit par la saisir. Cette poignée de main marqua le basculement. Les fusils s'abaissèrent un à un. Le chaos céda la place à une stupeur muette. Ce jour-là, dans cette salle étouffante, un pays entier entrevit la possibilité d'une autre fin, pas celle dictée par les vainqueurs, mais celle construite par le courage de ne pas vaincre. Ibrahim Traoré venait de prouver qu'en refusant la peur, on pouvait désarmer la haine, et que parfois un silence vaut 1000 victoires. Les chiffres, cette fois, parlaient avec une clarté brutale. En 12 mois, la violence au Burkina Faso avait reculé de 60%. Les enlèvements avaient chuté de moitié. Plus de 3000 combattants, autrefois disséminés dans les zones rouges du Nord, s'étaient tendus ou avaient rejoint les programmes de réinsertion. 3 données seulement, mais chacune révélait un basculement profond. Un pays qui, pour la première fois depuis 10 ans, ne mesurait plus sa survie en nombre de morts. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré avait misé sur une approche radicalement différente, transformer les armes en outils, la peur en responsabilité partagée. Dans la capitale, les symboles de cette mutation se multipliaient. Les anciennes casernes servaient désormais d'écoles temporaires. Les mines antipersonnelles étaient remplacées par des puits. Et dans le nord, là où la guerre semblait éternelle, des marchés rouvraient modestement sous la surveillance de comités civils mixtes. Les observateurs internationaux, d'abord sceptiques, durent reconnaître l'évidence. Les rapports de la CEDEAO, de l'Union africaine et même des Nations unies convergeaient. Le modèle Traoré fonctionnait, du moins à court terme. On mesurait la réussite non pas par des proclamations politiques, mais par le retour progressif de la vie quotidienne. Les routes étaient à nouveau fréquentées, les enfants reprenaient le chemin de l'école, les réfugiés rentraient chez eux. Pourtant, derrière ces statistiques encourageantes, Ibrahim Traoré savait que la paix restait fragile, un chiffre lui revenait sans cesse en mémoire, 47%. C'était le pourcentage de jeunes hommes sans emploi stable, potentiellement vulnérables à la propagande des groupes armés. La reconstruction, il le répétait, n'était pas seulement affaire d'infrastructures, mais de dignité. Il fallait offrir une raison de croire, une place dans la société. C'est pourquoi il lança le programme Horizon, un plan national de réhabilitation inspiré des tribunaux communautaires du Rwanda et du modèle éducatif du Ghana. 3 axes, travail, vérité, réparation. Les ex-combattants y apprenaient un métier, racontaient publiquement leur histoire et contribuaient à la reconstruction des villages qu'ils avaient détruits. Chaque rapport mensuel en attestait, plus de 2000 témoignages enregistrés, 800 projets civiques lancés, 120 communes impliquées. Ces nombres ne disaient pas tout, mais ils prouvaient que la paix n'était plus un slogan. Derrière eux, il y avait des visages, des efforts, des nuits blanches. Et au centre de ce mouvement, un homme qui refusait de célébrer trop tôt. La paix se mesure au silence des armes, mais surtout au bruit des marteaux, répétait Ibrahim Traoré devant ses ministres. Son pragmatisme refroidissait les enthousiasmes précipités. Les chiffres, encore une fois, ne mentaient ça. 60% de baisse des violences,
40% d'écoles rouvertes, 15% de hausse du revenu agricole dans les zones réhabilitées. 3 signes d'un retournement, mais pour Ibrahim Traoré, ces données n'étaient qu'un début. Les statistiques sont des promesses, disait-il, et les promesses n'ont de valeur que si elles survivent au doute. Les succès d'Ibrahim Traoré n'avaient pas éteint les critiques. Deux courants s'affrontaient avec vigueur. D'un côté, les partisans de la fermeté affirmaient qu'aucune paix durable ne pouvait naître sans justice exemplaire. Juger, condamner, punir, selon eux, la clémence du président risquait d'encourager l'impunité. Les chiffres, disait-il, ne suffisaient pas. Un seul massacre oublié pouvait rallumer la haine. Leur logique était celle du droit. La paix n'a de sens que si elle repose sur la responsabilité. En face, d'autres voyaient dans la stratégie d'Ibrahim Traoré une révolution morale. Plutôt que de diviser le pays entre bourreaux et victimes, ils choisissaient de les rassembler autour d'une vérité partagée. Nous ne pouvons pas guérir en punissant seulement, expliquait-il à ses conseillers. Cette approche dérangeait, elle exigeait du courage émotionnel, celui d'affronter la douleur plutôt que de la masquer derrière les verdicts. Les débats s'enflammaient jusque dans les universités. Un professeur de sociologie résumait ainsi le dilemme. Faut-il préférer une justice lente qui répare ou une vengeance rapide qui rassure? La question n'était pas théorique. Chaque semaine, des familles endeuillées réclamèrent des noms, des excuses, des réparations. Ibrahim Traoré, fidèle à son principe d'équilibre, répondit par des faits: création de tribunaux communautaires, financement d'un fonds de reconstruction contrôlé par les victimes elles-mêmes. Entre la rigueur du droit et la tendresse du pardon, il avançait sur une ligne de crête. Son pari, que la vérité, dite à voix nue, puisse être plus forte que la peur. La tension entre ces deux visions, loin d'affaiblir le pays, devint son moteur, car c'est dans la contradiction assumée que se forge la légitimité d'une paix réelle. Un silence, puis une phrase courte, coupante: la peur n'est pas une politique. Ainsi débuta la seconde moitié du mandat d'Ibrahim Traoré. Cette ligne prononcée lors d'un discours improvisé à Ouagadougou devint son manifeste. En 8 mots, il redéfinissait la gouvernance d'un pays encore hanté par la guerre. La peur, disait-il, avait façonné le Burkina Faso pendant trop longtemps. Peur du rebelle, du militaire, du voisin, de la misère. Il était temps de la désarmer. Le tournant se produisit ce jour-là. Les caméras captèrent un président qui parlait sans notes, les mains ouvertes, comme s'il confiait un secret à son peuple. La rhétorique céda la place à la sincérité, et dans ce moment d'une simplicité désarmante, la population sentit que quelque chose basculait. Ce n'était plus le chef des armées qui s'adressait à elle, mais un homme qui lui demandait de croire à la réconciliation. Ce fut la révélation. La paix ne viendrait pas des institutions, mais de la confiance. Ibrahim Traoré venait d'en faire la démonstration la plus intime, celle d'un dirigeant prêt à désapprendre la guerre. Les effets du geste d'Ibrahim Traoré dépassèrent le cadre politique. Ils se traduisirent dans la vie quotidienne, au plus près des 4 grands groupes qui formaient le pays. Pour les agriculteurs, d'abord, la différence fut tangible. Dans les plaines du centre et du nord, les terres minées furent peu à peu rendues exploitables. Les anciens combattants participaient eux-mêmes au déminage sous supervision civile. En moins d'1 an, 120 000 hectares furent rouverts à la culture. Le coton et le mil, jadis symbole de survie, redevenaient les piliers d'une économie locale. Les paysans, longtemps otages des groupes armés, reprenaient racine. Quand la terre respire, l'homme se redresse, déclara un vieux chef de canton, saluant la politique d'Ibrahim Traoré. Pour les entreprises, l'impact fut plus lent mais décisif. Les routes rouvertes permirent la reprise du commerce entre le Sahel et la capitale. Le port sec de Bobo-Dioulasso retrouva son activité, les investissements régionaux affluèrent. En 2024, la croissance repassa la barre des 3%, modeste mais réelle. Plus que les chiffres, c'était la confiance qui revenait, celle d'un pays capable d'offrir un futur prévisible à ses partenaires. Pour la jeunesse, le changement prit une autre forme, l'espérance. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, de nouveaux centres civiques accueillaient les anciens enfants soldats. Amadou, 20 ans, fut l'un des premiers à y témoigner. Recruté de force à 15 ans, il apprenait désormais la menuiserie. « J'ai repris ma vie grâce à Ibrahim Traoré », dit-il à la radio. Ces histoires modestes mais contagieuses nourrissaient un sentiment inédit, celui d'une génération qui pouvait choisir autre chose que la guerre. Enfin, pour les
communautés du Nord, jadis abandonnées, la transformation fut presque symbolique. Les chefs traditionnels et religieux furent associés à la reconstruction, des écoles rouvrirent, des dispensaires furent installés avec l'aide d'ONG locales. Là où régnaient les milices, on voyait désormais des marchés, des mariages, des chants. Une femme de Dori résuma cette métamorphose: nous avons retrouvé le bruit des enfants. Mais tout n'était pas simple, certains anciens chefs rebelles refusaient encore la main tendue. Des attaques isolées rappelaient que la paix se gagne jour après jour. Ibrahim Traoré, lucide, ne triomphait pas. Il avertissait: nous n'avons pas fini de souffrir, mais nous savons enfin pourquoi nous résistons. Ainsi, le pays tout entier entra dans une ère nouvelle, ni triomphale, ni naïve, celle de la reconstruction patiente. Les armes s'étaient tues, mais les consciences restaient en éveil. Et c'était peut-être là, dans cette vigilance collective, que résidait la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré. Dans les couloirs du palais présidentiel, Ibrahim Traoré répétait à ses conseillers: une paix sans projection est une paix provisoire. Le pays devait se préparer à 3 scénarios. Premier scénario, celui de base, décrit une trajectoire où le pays consolide lentement ses réformes et retrouve une stabilité fragile. La trajectoire actuelle se maintient, les réformes progressent, les chiffres de la sécurité continuent d'améliorer la confiance. Les anciens combattants achèvent leur réintégration et les provinces du Nord obtiennent une autonomie locale renforcée. Le gouvernement, appuyé par l'Union africaine, consolide les infrastructures, routes, écoles, réseaux d'eau. Le Burkina Faso se stabilise lentement mais sûrement. Les tensions persistent, mais elles sont gérables. C'est le pari du réalisme. Dans un scénario plus optimiste, les dynamiques locales s'accélèrent et la réconciliation gagne en profondeur. Les dynamiques locales s'accélèrent. La réconciliation gagne en profondeur, des communautés autrefois ennemies commencent à commercer, les jeunes participent aux décisions locales. Le modèle burkinabé inspire d'autres pays du Sahel. Ibrahim Traoré devient une figure de référence continentale pour la résolution des conflits. La croissance grimpe à 5%, portée par le retour des investissements étrangers et la reconstruction rurale. La paix n'est pas totale, mais elle devient contagieuse. Enfin, dans le scénario le plus pessimiste, une résurgence de tensions pourrait menacer la paix fragile. Une résurgence d'attentats ou une crise régionale rallume la peur. Certains groupes, frustrés par les lenteurs de la justice, reprennent les armes. Les équilibres fragiles se fissurent. L'armée sous pression pourrait réclamer des mesures d'exception. Ce scénario, qu'Ibrahim Traoré qualifie de tentation du passé, reste plausible si la fatigue sociale s'installe. Entre ces 3 voies, le président trace une ligne de pensée. Prévoir, c'est se préparer à douter sans céder. Pour lui, la force d'un État ne réside pas dans la certitude, mais dans la capacité à naviguer entre les tempêtes. Ainsi, les prochains mois deviendront le test ultime, transformer une accalmie fragile en stabilité durable. Et si la paix n'est jamais acquise, elle reste, comme le dit souvent Ibrahim Traoré, l'œuvre de ceux qui refusent de baisser les bras. Au-delà des bilans officiels, l'histoire d'Ibrahim Traoré résonnait dans les foyers, à la radio, dans les marchés, jusque dans les écoles rurales. Son nom devenait synonyme de courage calme. Les Burkinabés, longtemps habitués à craindre leurs dirigeants, découvraient un chef qui parlait leur langue sans emphase ni promesse vide. Cette proximité changeait tout, elle réhumanisait la politique. Dans les villages, les mères racontaient à leurs enfants comment le capitaine avait choisi les mots plutôt que les balles. Dans les lycées, les professeurs demandaient « Qu'est-ce que le vrai courage ?» Les jeunes répondaient « Marcher vers le danger pour protéger la paix ». Le symbole prenait racine. Les artistes s'en emparèrent. Une chanson, Le silence du président, devint un hymne officieux de la réconciliation. Les graffeurs peignaient son profil sur les murs de Ouagadougou, accompagnés de la phrase « Celui qui s'arrête fait avancer les autres ». Ce n'était pas du culte, mais de la reconnaissance. Pourtant, Ibrahim Traoré restait discret. Il refusait les panégyriques, rappelant que le héros véritable est collectif. Ce pays n'a pas besoin d'idoles, mais d'exemples, affirmait-il.
Cette modestie renforçait encore le lien avec le peuple. Elle rappelait que la paix n'était pas un miracle présidentiel, mais une œuvre partagée. La paix, pour Ibrahim Traoré, devait désormais s'ancrer dans une méthode. Il refusa les grands discours pour privilégier un plan en 5 étapes simples, mesurables et surtout applicables par tous. La première étape consiste à documenter la vérité des violences passées. Vérité, chaque région devait documenter les violences passées. Non pour rouvrir les blessures, mais pour les nommer. Plus de 500 commissions locales furent créées afin de recueillir les récits des victimes et des anciens combattants. La deuxième étape mobilise le travail collectif à travers des chantiers de reconstruction. Les chantiers de reconstruction mobilisèrent des milliers de jeunes. Routes, écoles, dispensaires, autant de lieux où l'on reconstruisait la confiance à coups de marteau. La troisième étape repose sur la justice restaurative, inspirée des modèles rwandais. Justice restaurative. Inspirée des modèles rwandais, elle visait à remplacer la vengeance par la réparation. Les coupables de crimes mineurs pouvaient réduire leur peine en œuvrant pour les communautés touchées. La quatrième étape met les femmes au cœur du processus. Inclusion. Les femmes furent placées au cœur du processus. Ibrahim Traoré savait que leurs paroles, longtemps étouffées, portaient la clé d'une réconciliation durable. Enfin, la cinquième étape célèbre la mémoire partagée. Mémoire. Chaque 15 octobre, une cérémonie nationale rappelait non pas la guerre, mais le jour où un président avait choisi le dialogue. Cette feuille de route n'effaçait ni la douleur ni les divergences, mais elle donnait une direction. Car la paix, répétait Ibrahim Traoré, n'est pas un état, c'est un verbe, reconstruire. Dans la lumière déclinante de Ouagadougou, Ibrahim Traoré revint un soir dans la même salle où tout avait commencé. Les murs portaient encore les traces des balles, mais l'air n'avait plus la même tension. À sa droite, une chaise vide rappelait le commandant Oumar Diko, emprisonné mais apaisé. Devant lui, un drapeau reprisé flottait lentement, symbole d'un pays encore fragile mais vivant. Il posa la main sur la table et ferma les yeux un instant. Le silence n'était plus celui de la peur, mais celui du repos. Dans ce calme rare, il murmura « Nous avons survécu à nous-mêmes ». Ces mots, simples et puissants, résumaient tout. Dehors, les enfants jouaient, les femmes riaient, la vie reprenait sa cadence ordinaire. Rien n'était parfait, mais tout redevenait possible. Et c'est peut-être là, dans cette normalité retrouvée, que résidait la plus belle victoire d'Ibrahim Traoré, avoir transformé le courage en paix et la paix en mémoire. L'histoire d'Ibrahim Traoré ne s'achève pas, elle se transmet. Chaque Burkinabé en devient un fragment vivant, chaque geste de solidarité prolonge son pari. Car la paix qu'il a risquée de sa vie ne tient pas dans les discours, mais dans les choix quotidiens. Écouter avant de juger, tendre la main avant de frapper. Ce récit n'est pas seulement celui d'un pays, mais d'une idée, celle qu'un homme peut défier la peur et transformer la colère en avenir. Si cette conviction vous touche, partagez-la, parlez-en autour de vous, soutenez les initiatives locales qui, comme lui, misent sur le courage tranquille plutôt que la violence ordinaire. Et posez-vous la question qu'Ibrahim Traoré laissait souvent en suspens. Quel geste de paix est encore possible là où je vis? Car la paix n'est pas un miracle d'État, c'est une habitude citoyenne, à chacun désormais d'en écrire la suite.